Je me souviens de la première fois que je l'ai vu, dans une cellule de garde à vue à Marseille. Le 17 avril 2003. Il avait 14 ans, maigre, silencieux. Son regard était vide. Sur son épaule droite, un tatouage de hiéroglyphes que je ne parvenais pas à déchiffrer. J'étais inspecteur des affaires criminelles depuis 22 ans. J'en avais vu des choses. Mais cet adolescent m'a frappé, non pas par la peur dans ses yeux, non pas par l'agressivité, mais par l'absence totale de toute expression, comme se regarder dans un miroir sans reflet. J'ignorais alors que devant moi se tenait l'un des plus jeunes tueurs à gages que la France ait jamais connu. J'ignorais que 6 cadavres gisaient déjà derrière lui, et j'ignorais encore qu'il me faudrait 3 ans pour comprendre qui se cachait réellement derrière ce garçon. Mais pour moi, tout a commencé non pas ce printemps-là, mais 1 an plus tôt, durant l'hiver 2002, lorsque le premier corps a été découvert. Le 23 janvier 2002, j'ai reçu un appel concernant le quartier des Nuailles, au nord de Marseille. C'était un ensemble HLM, un vieil immeuble des années 60 qui avait abrité des travailleurs immigrés. Il était désormais principalement habité par des personnes originaires des anciennes colonies françaises, Algériens, Marocains, Comoriens, Français d'origine vietnamienne. Je connaissais ces quartiers. Je travaillais à la brigade des stupéfiants. Drogue, armes, raquettes, tout y était. Mais ce meurtre était inhabituel. La victime a été retrouvée au sous-sol d'un immeuble. Un homme d'une quarantaine d'années, 2 balles précises dans la tête. Rien de superflu. Un meurtre professionnel. Le corps a été découvert par une voisine le matin, alors qu'elle descendait chercher son vélo. Elle a hurlé si fort qu'on l'a entendue 3 étages plus haut. À mon arrivée, l'équipe médico-légale était déjà à l'œuvre. Je connaissais Jacques Bernard, l'expert en balistique, depuis une quinzaine d'années. Il examinait les douilles trouvées près du corps. Il me regarda et secoua la tête. 9 mm, 2 balles, l'une à la tempe, l'autre à l'arrière de la tête. Un tir de contrôle. La victime s'était agenouillée après le premier, et le second avait été tiré alors qu'elle était allongée. Je demandai à Jacques son avis. Il haussa les épaules et dit que cela semblait être du travail de professionnel. Mais quelque chose le gênait. Les douilles étaient là, trop visibles. Personne n'avait essayé de les dissimuler, comme si le tueur s'en fichait, ou peut-être n'avait-il tout simplement pas compris qu'il devait effacer ses traces. J'ai commencé à interroger les voisins. Personne n'avait rien entendu, ni ne voulait entendre. Dans les quartiers comme celui-ci, la loi du silence est plus respectée que dans les villages corses. Mais une vieille dame vietnamienne, Madame Nguyen, qui habitait au rez-de-chaussée, m'a chuchoté qu'elle avait vu un adolescent la veille au soir. Il quittait l'immeuble vers 11 heures. Il marchait d'un pas rapide. Il portait une capuche. Elle n'arrivait pas à distinguer son visage. Elle se souvenait seulement qu'il était asiatique. Mince, jeune, peut-être 15 ou 16 ans. Je l'ai noté, je l'ai remercié. Mais je n'y ai pas prêté plus attention. La moitié des habitants du quartier sont d'origine asiatique. Beaucoup d'adolescents. La victime a été identifiée 2 jours plus tard. Philippe Ducrot, 47 ans, propriétaire d'une petite entreprise de transport de marchandises. Rien à signaler dans son casier judiciaire. Un homme irréprochable en apparence. Mais j'ai assez d'expérience dans le métier pour savoir que personne n'est irréprochable. Nous avons commencé à enquêter. Il s'est avéré que Ducrot était endetté. Pas énormément, environ 50 000 €. Il avait emprunté auprès de prêteurs privés, une histoire banale. Les affaires allaient mal, les banques lui avaient refusé un prêt, alors il s'était tourné vers des personnes qui prêtent sans poser de questions. Mais un détail plus intéressant a été mis au jour. 1 mois avant sa mort, Ducrot s'était rendu au commissariat. Il voulait porter plainte pour extorsion. On l'intimidait. On exigeait qu'il rembourse sa dette immédiatement ou qu'il cède son entreprise. Pris de panique, il était parti sans porter plainte. Le policier de permanence avait noté son nom, mais l'affaire n'avait pas abouti. J'ai retrouvé ce policier, Thierry Moreau. Il m'a dit que Ducrot avait l'air effrayé, mais que lorsque Moreau a commencé à lui demander qui le faisait chanter, il s'est tu et est parti. J'ai compris que Ducrot n'avait pas seulement peur des bandits, il avait peur de quelque chose de précis. Une semaine plus tard, un 2e corps fut découvert.
Cette fois-ci, dans le port, dans la zone du terminal de fret. Un homme de 32 ans, 2 balles dans la tête, le même 9 mm, le même travail de professionnel. Les analyses balistiques confirmèrent qu'il s'agissait de la même arme. La victime était Alain Vidal, un manutentionnaire qui travaillait dans les entrepôts du port. Aucun lien apparent avec Ducrot. Mais en consultant les relevés téléphoniques, nous avons constaté que Vidal avait appelé Ducrot à plusieurs reprises au cours des 2 derniers mois. De brèves conversations. Nous ignorions leur objet, mais il y avait un lien. J'ai commencé à comprendre que nous n'avions pas affaire à 2 meurtres aléatoires, c'était une série, et quelqu'un se chargeait de faire disparaître les cadavres. J'ai fait appel à Laurent Dubois, mon collègue. Nous travaillons ensemble depuis 7 ans. Laurent avait 10 ans de moins que moi, mais était déjà un inspecteur chevronné. Nous nous sommes répartis les tâches. Il s'est penché sur les liens financiers des victimes. Je recherchais des témoins. Et ce que nous avons découvert a révélé une toute autre réalité. Il s'est avéré que Ducrot et Vidal étaient tous deux liés à une petite communauté vietnamienne de Marseille. Pas une communauté criminelle, du moins officiellement. Mais cette communauté avait ses propres activités louches. Casinos clandestins, prêts sur gage, usines d'usure, contrebande de cigarettes. Rien de bien important. Des affaires locales pour ses proches. Nous sommes tombés sur un nom. Minh Tran Nguyen, 63 ans. Officiellement, propriétaire d'un restaurant vietnamien dans le quartier des Belles-Saints. Officieusement, l'éminence grise de la diaspora vietnamienne à Marseille. Un vieil homme qui avait survécu à la guerre du Vietnam, à l'émigration, à la pauvreté. Il s'était bâti un petit empire. Il contrôlait tout ce qui touchait aux Vietnamiens de la ville. Dur, calculateur, dangereux. Je me souviens de la première fois où Laurent et moi sommes allés dans son restaurant. Mars 2002. Un petit établissement dans une rue étroite. Ça sentait le poisson et la coriandre. Nguyen en personne se tenait derrière le comptoir, petit, les cheveux gris, vêtu d'une simple chemise blanche, souriant. Il nous a demandé ce que nous voulions commander. J'ai montré ma carte d'identité et lui ai dit que nous devions parler. Il a hoché la tête et nous a invités dans l'arrière-salle. Nous nous sommes assis à la table où le personnel déjeunait habituellement. Nguyen nous a servi du thé. Il était calme et poli. Je lui ai demandé s'il connaissait Philippe Ducrot et Alain Vidal. Il a réfléchi un instant et a dit que ces noms lui disaient quelque chose. Ducrot mangeait parfois au restaurant. Vidal y était aussi venu à quelques reprises. Mais il ne les connaissait pas personnellement. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Nguyen n'a pas cligné des yeux. Un homme à l'ancienne. Laurent lui a demandé s'il avait entendu parler de leur mort. Nguyen a secoué la tête. Il a dit qu'il l'avait entendu dire par les voisins, mais qu'il n'avait rien de concret. Nous l'avons remercié pour le thé et nous sommes partis. Une fois dehors, Laurent m'a dit que le vieil homme mentait. J'étais d'accord, mais nous n'avions aucune preuve. Nous avons commencé à creuser davantage. Nous avons interrogé tous les proches de Nguyen, sa famille, ses employés, les habitués de son restaurant. La communauté vietnamienne est fermée. Ils n'aiment pas la police. Nous ne pouvions pas débarquer et poser des questions comme ça. Il nous fallait un informateur. Et nous en avons trouvé un. Can Le, 38 ans, toxicomane, vietnamien de 2e génération, né en France. Nous l'avions arrêté plusieurs fois pour possession d'héroïne, de petites doses, pour sa consommation personnelle. C'était un inconnu, mais il connaissait du monde, et il avait peur de la prison. Je lui ai proposé un marché, des informations contre le classement de l'affaire. Can a accepté. Nous nous sommes retrouvés dans un café loin du quartier vietnamien. Il était nerveux. Il regardait autour de lui. Il fumait cigarette sur cigarette. Je lui ai dit que nous avions besoin de tout ce qu'il savait sur Nguyen et son entourage. Can est resté silencieux. Puis, il a commencé à parler. Il a dit que Nguyen contrôlait véritablement toute l'économie souterraine de la communauté vietnamienne. Casino, prêt sur gage, usurier. Mais ce n'est pas tout. Nguyen est aussi impliqué dans des affaires bien plus graves. Il est lié aux triades, des organisations criminelles chinoises qui opèrent dans toute l'Europe.
Marseille est leur porte d'entrée européenne. Tout transite par le port. Drogue, contrefaçon, armes, migrants clandestins. Nguyen est leur représentant local. Il fournit la logistique, les contacts, la protection et les triades lui versent un pourcentage. Khan a ajouté quelque chose qui m'a frappé. Il a dit que Nguyen avait ses propres protégés, des jeunes, très jeunes. Il les appelle ses élèves, des adolescents vietnamiens issus de familles défavorisées, des orphelins, des enfants de toxicomanes, des enfants des rues. Il leur offre un toit, il les nourrit, il leur apprend. Mais pas seulement la langue et la lecture. Il leur apprend à devenir des soldats. Il leur apprend à tuer. Nguyen appelle son groupe le clan Yoda, en référence au personnage de film qu'il aimait montrer à ses jeunes. Un petit maître sage qui forme des guerriers. Je n'y croyais pas au début. Cela me paraissait absurde. Mais Khan jurait que c'était vrai. Il avait vu ces adolescents de ses propres yeux. Il les avait vus s'entraîner. Il avait vu Nguyen leur apprendre à manier les armes. J'ai demandé des noms. Khan a dit qu'il ne les connaissait pas. Ces enfants vivent cachés. Nguyen les tient à l'écart, quelque part en banlieue. Personne ne sait exactement où. Mais il en a vu un adolescent, environ 14 ans, vietnamien, toujours vêtu d'un sweat à capuche, silencieux. Il venait parfois au restaurant faire des courses pour Nguyen. Khan a aperçu un tatouage sur son épaule, des hiéroglyphes. Il n'a pas pu les déchiffrer. Je me suis souvenu des paroles de Madame Nguyen à propos de l'adolescent qu'elle avait vu la nuit du meurtre de Ducrot. Asiatique, maigre, portant un sweat à capuche. Tout concordait. Mais je n'avais aucune preuve. Seulement le témoignage d'un informateur toxicomane et les observations d'une vieille dame vietnamienne. Ce n'était pas suffisant pour obtenir un mandat. Il me fallait plus. Nous avons commencé à suivre Nguyen, secrètement, sans mandat. Techniquement, c'était illégal. Mais j'avais le sentiment que nous étions sur la bonne voie. Nguyen était prudent. Il ne faisait jamais rien de suspect ouvertement. Il allait travailler dans un restaurant. Il rencontrait des fournisseurs. Il visitait un temple. La vie ordinaire d'un Vietnamien âgé. Mais parfois, une fois par semaine, il sortait le soir, toujours seul, dans une vieille Renault. Nous l'avons suivi plusieurs fois. Il roulait au nord de la ville, dans la zone industrielle, de vieux entrepôts, des usines abandonnées. Là, il s'arrêtait près d'un bâtiment, une ancienne usine textile, fermée depuis 20 ans. Les fenêtres étaient condamnées, l'enseigne était décollée. Nguyen entrait par une porte latérale. Il restait là 2 heures, puis il repartait. Nous ne pouvions pas entrer sans mandat, mais j'étais sûr que c'est là qu'il gardait ses élèves. Un mois plus tard, un 3e corps fut découvert. Une femme, 51 ans, 2 balles dans la tête, la même arme. Marianne Laforge, comptable dans une compagnie maritime. Nous avons vérifié ses liens. Il s'est avéré qu'elle travaillait pour une entreprise desservant le port, la même chaîne logistique que Vidal. Nous avons trouvé des échanges de courriels sur son ordinateur. Elle transférait de l'argent à des sociétés écrans. Elle blanchissait l'argent, très probablement pour les mêmes triades. Le tableau s'éclaircissait. Nguyen éliminait tous ceux qui étaient liés à ces opérations et qui pouvaient constituer un maillon faible. Ducrot transportait des marchandises. Vidal travaillait dans des entrepôts. Laforge blanchissait de l'argent. Ils en savaient tous trop, et ils ont tous été éliminés, nettement, professionnellement, par un enfant. Je savais qu'il fallait agir, mais comment? Nous n'avions aucune preuve directe contre Nguyen, seulement des indices et le témoignage d'un informateur. Il nous fallait une piste, et elle est apparue de façon inattendue. Le 30 avril 2002, un braquage a eu lieu dans une bijouterie du centre de Marseille. 2 hommes masqués, l'un d'eux était armé d'un pistolet. Ils ont dérobé des bijoux d'une valeur d'environ 120 000 €. Ils se sont enfuis à moto. Une opération de routine pour la brigade des vols. Mais l'un des braqueurs a été blessé par un agent de sécurité du magasin, touché à la jambe. Ils ont quand même réussi à s'échapper, mais il y avait du sang sur les lieux. Nous avons prélevé un échantillon. 3 jours plus tard, l'ADN correspondait. Il y avait une fiche dans la base de données. Un adolescent de 17 ans, Thay Nguyen, neveu de Minh Tran Nguyen, jugé 2 ans auparavant pour possession de stupéfiants. Peine avec sursis. Je savais que c'était notre chance. Nous avons commencé à rechercher Thay.
Nous avons vérifié son adresse officielle, l'appartement de sa mère dans le quartier de Nuaille, vide. Les voisins disaient ne pas l'avoir vu depuis des mois. Sa mère avait également disparu. Nous avons lancé une chasse à l'homme. Nous avons vérifié les hôpitaux, les cliniques. Rien. Tai semblait s'être volatilisé, mais je savais qu'un adolescent blessé ne pouvait pas se cacher longtemps. Il avait besoin de soins médicaux. Il ne pouvait pas obtenir de soins officiels. Cela signifiait que quelqu'un le soignait illégalement. J'ai pensé à Nguyen. Si Tai était vraiment son neveu et faisait partie du clan, le vieil homme ne l'abandonnerait pas. Nous avons renforcé la surveillance de l'entrepôt jour et nuit. Et une semaine plus tard, je l'ai vu. Nguyen est arrivé tard dans la soirée, mais il n'était pas seul. Il y avait un adolescent dans la voiture. Tai. Je l'ai reconnu sur une photo dans la base de données. Nguyen l'a aidé à sortir. Tai boitait. Ils sont entrés dans le bâtiment. J'ai appelé Laurent. Je lui ai dit que nous avions besoin d'un mandat, de toute urgence. Nous avions des motifs. Laurent a contacté le procureur. 2 heures plus tard, nous avons reçu l'autorisation de perquisitionner. Nous avons fait irruption dans l'entrepôt tôt le matin. Une équipe d'intervention. 8 personnes. Je suis entré le premier. À l'intérieur, le bâtiment était divisé en plusieurs pièces. La première ressemblait à une salle de sport. Des tapis au sol, des sacs de frappe, des haltères. La deuxième était une chambre. 6 lits, simples, des lits militaires. La troisième était une cuisine. Une table, une cuisinière, un réfrigérateur. Et dans la pièce du fond, nous les avons trouvés. Nguyen était assis sur une chaise. 4 adolescents se tenaient debout à côté de lui. Ils avaient tous l'air vietnamiens, tous jeunes, entre 13 et 17 ans, je dirais. Ils nous regardaient tous sans peur, sans émotion. Tai était allongé sur le lit. Sa jambe était bandée. Nous avons arrêté tout le monde. Nguyen n'a pas résisté. Il a même souri. Les adolescents sont restés silencieux, eux aussi. Nous avons fouillé les lieux. Nous avons trouvé des armes. 3 pistolets, des 9 mm. L'un d'eux correspondait aux caractéristiques balistiques des meurtres. Nous avons trouvé des munitions. Nous avons trouvé de l'argent. Environ 50 000 € en liquide. Nous avons trouvé des documents, de faux passeports, des dossiers, une liste de noms. Parmi eux, Ducrot, Vidal, Laforge. Nous avons tout pris. Les interrogatoires commencèrent le lendemain. Nguyen refusa de parler. Il engagea un avocat. Il garda le silence pendant tout l'interrogatoire. Les adolescents gardèrent le silence eux aussi, sauf un, le plus jeune. Il avait 13 ans. Il s'appelait Lin. Petit, effrayé. Il était différent des autres. Je voyais bien qu'il n'était pas encore complètement devenu une machine. Je lui ai parlé pendant des heures. J'ai essayé de le raisonner. Lin resta silencieux au début. Puis, il se mit à pleurer. Il me raconta que Nguyen l'avait pris dans un orphelinat 2 ans auparavant. Il lui avait promis une famille, un foyer, de quoi manger. Lin avait accepté. Au début, tout allait bien. Nguyen les nourrissait, leur apprenait le français, les mathématiques. Mais ensuite, d'autres leçons commencèrent. Comment se battre, comment tirer, comment tuer. Nguyen leur disait qu'ils étaient des guerriers, que le monde était cruel, qu'ils devaient être plus forts, qu'ils n'avaient pas le choix. Lin avait peur de partir. Il n'y avait nulle part où aller, et il avait vu ce qui était arrivé à celui qui avait essayé de s'échapper. L'un des élèves, Ai, 16 ans, avait tenté de s'enfuir l'été dernier. Nguyen l'avait retrouvé 3 jours plus tard, l'avait ramené et avait forcé les autres à assister à son passage à tabac. L'heure fatidique avait sonné. Ai n'était pas mort, mais il n'avait plus jamais essayé de partir. Lin disait que ce sont les plus âgés qui avaient tué. Tai, Ai et un autre, Cuyette. Nguyen leur avait donné des tâches, des noms, des adresses. Ils s'en étaient chargés, puis étaient revenus. Nguyen les avait félicités, les avait qualifiés de formidables guerriers du clan Yoda. Lin n'avait jamais tué, il était trop jeune. Mais Nguyen le préparait. Son heure viendrait bientôt. J'écoutais Lin et je sentais mon estomac se nouer. Ce vieil homme transformait des enfants en tueurs. Il les arrachait à la misère, aux orphelinats, à des familles brisées. Il leur donnait l'illusion d'être aimés, puis les brisait. Il en faisait des armes. J'avais vu des enfants comme ça dans des reportages d'Afrique, d'Asie, des enfants soldats. Mais je n'aurais jamais cru voir ça ici, en France, à Marseille.
En 2002, je suis sorti de la salle d'interrogatoire et j'ai allumé une cigarette. Mes mains tremblaient. Laurent s'est approché. Il m'a demandé comment ça s'était passé. Je lui ai raconté. Lui aussi est resté silencieux. Nous savions tous les deux que cette affaire ferait grand bruit, que la presse nous démolirait, que les politiciens crieraient au scandale. Mais on s'en fichait. On les a attrapés. On a mis fin à tout ça. Le procès débuta 1 an plus tard, au printemps 2003. Nguyen fut jugé pour organisation d'une organisation criminelle, pour meurtre, pour exploitation de mineurs et pour trafic d'armes. 23 chefs d'accusation pesaient contre lui. Son avocat tenta de le présenter comme une victime, affirmant que Nguyen aidait simplement des enfants sans abri, qu'il leur offrait une chance et que la police avait tout inventé. Mais les preuves étaient accablantes. Les analyses balistiques, le témoignage de Lynn, les documents trouvés dans l'entrepôt, l'argent, les armes, tout accusait Nguyen. Le jury rendit son verdict 4 jours plus tard. Coupable sur tous les chefs d'accusation. Nguyen fut condamné à la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. Il avait 64 ans. Il mourrait en prison. À l'annonce du verdict, l'expression de Nguyen resta impassible. Il fixait le vide, sans la moindre émotion, comme ses élèves. Les adolescents furent jugés séparément, comme des mineurs. Taille écopa de 20 ans. C'était l'aîné. Il avait commis au moins 4 meurtres. Ai prit 15 ans, Kuei 18. Les autres, dont Lin, furent envoyés en centre de détention pour mineurs. Réhabilitation psychologique, éducation, une chance de recommencer à zéro. Mais je savais que tous ne pourraient pas retrouver une vie normale. Nguyen les avait trop marqués. Ils en avaient trop vu, trop tôt. Le plus jeune des jeunes arrêtés ce matin-là à l'entrepôt s'appelait Van. Il avait 14 ans. C'est lui que j'ai vu dans la cellule le 17 avril 2003. Un tatouage sur l'épaule, le regard vide. Van n'avait pas participé au meurtre. Nguyen commençait à peine à le manipuler. Mais le garçon était déjà brisé. Les psychologues qui le suivaient disaient qu'il souffrait de stress post-traumatique, de dépression, de crise d'agressivité. Van parlait à peine. Il se repliait sur lui-même. Il refusait toute aide. Je lui ai rendu visite au centre à plusieurs reprises. J'ai essayé de lui parler, de lui expliquer qu'il était une victime, qu'il avait une chance. Van me regardait sans rien dire. Ce n'est qu'une fois, lors de ma 3e visite, qu'il m'a soudain posé la question. Doucement, à peine audible. Il m'a demandé pourquoi on l'avait arraché au maître. C'est ainsi qu'il appelait Nguyen, maître. Je ne savais pas quoi répondre. Je lui ai dit que Nguyen s'était servi de lui, qu'il avait fait de lui une arme. C'était faux. Van secoua la tête. Il dit que le maître lui avait offert un foyer, que le maître lui avait appris à être fort, que sans le maître, il n'était rien. Je compris alors que Nguyen n'avait pas simplement utilisé des enfants. Il avait créé une secte. Il était leur dieu. Et il serait presque impossible de la détruire. L'affaire du clan Yoda a fait grand bruit. Les journaux parlaient de tueurs d'enfants. La télévision diffusait des reportages. Les politiciens exigeaient des réformes du système de protection de l'enfance. Comment cela a-t-il pu arriver? Comment des enfants ont-ils pu disparaître des services sociaux? Qui est responsable? Les questions habituelles après les affaires très médiatisées. Le ministre de l'Intérieur a prononcé un discours. Il a promis de renforcer le contrôle des orphelinats, d'augmenter le financement des programmes sociaux et d'améliorer le travail de la police. Je l'ai regardé à la télévision et j'ai souri. J'avais entendu les mêmes promesses il y a 20 ans, et il y a 10 ans, et il y a 5 ans. Rien ne change. Les enfants continuent de disparaître. Les criminels continuent de les exploiter. Le système continue de dysfonctionner. 3 mois après le procès, j'ai reçu une lettre, de Lynn. Il écrivait d'un centre de réadaptation. Une lettre courte, quelques lignes seulement. Il me remerciait. Il disait comprendre maintenant que Nguyen avait eu tort, qu'il voulait recommencer sa vie à zéro, qu'il avait peur, mais qu'il essayait. Il m'a demandé de venir le voir.
Je suis arrivé une semaine plus tard. Lynn avait meilleure mine. Il avait repris des forces. Ses yeux brillaient de vie. Nous avons discuté pendant 1 heure. Il m'a parlé de ses projets. Il voulait faire des études, devenir chef cuisinier, ouvrir son propre restaurant un jour. Je l'écoutais et je me disais qu'au moins l'un d'eux s'en sortirait. Au moins un. En partant, Lynn m'a serré dans ses bras. Il m'a dit que je lui avais sauvé la vie. Je ne savais pas quoi dire. Je lui ai juste tapoté l'épaule et promis de revenir. Mais toutes les histoires ne se sont pas terminées de la même façon. Tai s'est impliqué dans des gangs asiatiques en prison et a poursuivi sa carrière criminelle au sein même du système. Ai a tenté de se suicider 1 an après sa condamnation. Il a été sauvé, mais il est devenu encore plus renfermé. Kuet s'est battu avec d'autres détenus et a passé la moitié de sa peine en isolement. Van a disparu du centre après 2 ans. Il s'est évadé. On l'a cherché, mais on ne l'a jamais retrouvé. Je pense encore parfois à lui. Où est-il maintenant? Est-il vivant? A-t-il pu se reconstruire? Ou est-il retombé dans ses travers? Je ne sais pas, et je ne le saurai probablement jamais. Nguyen est mort en prison en 2011, d'une crise cardiaque. Il avait 72 ans. Quand je l'ai appris, je n'ai rien ressenti. Aucun soulagement, aucune satisfaction, juste un constat. Le vieil homme est mort, son clan est anéanti, l'affaire est close. Mais les cicatrices restent, sur les enfants qu'il a mutilés, sur les familles des victimes tuées par ses élèves, sur moi. J'ai travaillé sur cette affaire pendant près de 2 ans, de la découverte du premier corps en janvier 2002 à l'arrestation en avril 2003, puis les procès, les interrogatoires, les rapports. Encore 1 année. Cette affaire m'a transformé. J'en ai vu des choses dans ma carrière. Meurtre, viol, torture. Mais les tueurs d'enfants, c'est différent. Ça brise quelque chose en moi. Parce qu'on comprend qu'ils sont à la fois victimes et criminels. Et il n'y a pas de réponse facile. Pas de noir et blanc. Seulement des nuances de gris. J'ai pris ma retraite en 2010, à 62 ans. 35 ans de service. 28 au sein du système judiciaire. J'ai tout vu de la nature humaine, le meilleur comme le pire. Mais l'affaire Nguyen est restée la plus difficile. Parfois, je me réveille la nuit et je revois le visage de Van, ce regard vide, ce tatouage sur son épaule, ces hiéroglyphes que je n'ai jamais pu déchiffrer. Puis j'ai appris ce qu'ils signifiaient, guerrier du maître. Nguyen les a marqués au fer rouge, comme du bétail. Il en a fait sa propriété. Et ils l'ont cru, parce que c'étaient des enfants, parce qu'ils ne connaissaient personne d'autre, parce qu'il leur a donné ce qu'ils n'avaient jamais eu, une famille tordue peut-être, une famille criminelle, mais une famille. Laurent a continué à travailler. Il est devenu commissaire, il a dirigé le département. On s'appelle de temps en temps, on se retrouve pour un café, on évoque d'anciennes affaires. Il dit que rien n'a changé. La criminalité augmente, les ressources sont rares. Les politiciens exigent des résultats mais ne débloquent pas les fonds. L'histoire habituelle. J'écoute et j'acquiesce. Je suis content d'être parti. Je ne regrette rien. J'ai fait tout mon possible. J'ai arrêté Nguyen. J'ai sauvé au moins quelques enfants. Le reste ne dépend plus de moi. Parfois, je reçois des lettres de Lynn. Il est vraiment devenu chef. Il travaille dans un restaurant à Lyon. Il s'est marié. Il attend un enfant. Il m'écrit qu'il est heureux, qu'il a trouvé la paix, qu'il est reconnaissant envers moi. Je réponds brièvement « Félicitations, je te souhaite bonne chance. Je n'aime pas perdre de temps. » Mais au fond de moi, je ressens une douce chaleur. Au moins une vie a été sauvée. Au moins une personne a échappé à l'enfer. L'affaire du clan Yoda est officiellement close. Tous les impliqués ont été condamnés ou sont sous surveillance. Nguyen est mort. L'entrepôt a été démoli. Un complexe d'habitation a été construit à sa place. La vie reprend son cours. Mais parfois, quand je marche dans les rues de Marseille, je vois des adolescents, asiatiques, africains, arabes, jeunes, perdus. Et je me demande combien d'entre eux se trouvent dans des situations similaires aujourd'hui. Combien de nouveaux Nguyen les traquent? Combien de nouveaux clans se forment dans les caves et les immeubles abandonnés? Le système est défaillant. Des enfants tombent entre les mailles du filet. Des criminels les recrutent, les transforment en armes. Et nous ne le découvrons que lorsque les corps sont retrouvés, quand il est trop tard.
Je repense souvent à cette nuit où nous avons pénétré par effraction dans l'entrepôt, au visage de ces adolescents. Ils n'avaient ni peur, ni surprise. Ils nous fixaient, figés, comme des soldats capturés. Nguyen les avait élevés ainsi. Il leur avait appris à ne pas avoir peur, à ne rien ressentir, à être des machines. Et c'était là son génie et sa monstruosité. Il comprenait la psychologie. Il savait briser un enfant, créer sa loyauté, transformer une victime en bourreau. Cela demandait du temps, de la patience, de la cruauté, mais il savait comment faire. Il a passé 30 ans de sa vie en France à bâtir son petit empire. Le restaurant n'était qu'une façade. Ses véritables activités se déroulaient dans l'ombre. Contrebande, blanchiment d'argent, assassinat. Et les enfants étaient ses instruments. Parfait. Car qui se méfie d'un adolescent? Qui s'attend à ce qu'un garçon de 14 ans loge une balle en pleine tête? Les psychologues qui ont étudié le cas ont déclaré que Nguyen utilisait des techniques de manipulation classiques. L'isolement, le contrôle de l'information, la création d'une dépendance, le système de punition et de récompense, et la mise en place d'un culte de la personnalité. Rien de bien compliqué. Mais connaître ces techniques ne les rend pas moins efficaces. Les enfants lui faisaient confiance. Ils l'aimaient, ils le craignaient. Il était tout pour eux. Un père, un maître, un dieu. Et quand nous l'avons arrêté, leur monde s'est effondré. Certains ne s'en sont jamais remis. D'autres cherchent encore un nouveau maître, une nouvelle secte, une nouvelle famille. Car ils ne savent pas vivre autrement. Je ne suis pas psychologue. Je suis juste flic. Je l'étais. Mais au fil des années, j'ai compris une chose. Les gens recherchent un sentiment d'appartenance, surtout les enfants. Ils ont besoin de sentir qu'ils font partie de quelque chose de plus grand, que leur vie a un sens. Et si la société ne leur offre pas cela, ils le trouveront ailleurs. Dans les gangs, dans les sectes, dans les groupes radicaux. Nguyen a simplement su exploiter ce besoin. Il a donné aux enfants un but, une structure, une identité. Ils étaient les guerriers du clan Yoda. Ça sonnait bien, important, mieux que de n'être personne, mieux que d'être un orphelin sans abri. Et ils s'y sont accrochés, jusqu'au bout. Aujourd'hui, quand je regarde les informations, je vois des histoires similaires partout dans le monde. Des enfants soldats en Afrique, des jeunes terroristes au Moyen-Orient, des adolescents membres de gangs en Amérique latine. Partout, le même schéma se répète. Des adultes utilisent des enfants, ils les brisent, ils en font des armes. Et la société est surprise. Comment est-ce possible? Comment des enfants peuvent-ils tuer? Mais je connais la réponse. Parce que les enfants sont la matière la plus malléable. Ils sont faciles à façonner, faciles à entraîner, faciles à contrôler. Si on commence tôt, si on sait comment faire. Nguyen le savait. Et il n'était pas un cas isolé. Il y en a des milliers comme lui, partout dans le monde. Et tant qu'il y aura des enfants abandonnés, tant que le système dysfonctionnera, ils trouveront de nouvelles victimes. Je me demande parfois si cela aurait pu être évité, si les services sociaux avaient mieux fonctionné, si les centres d'accueil avaient été mieux contrôlés, si l'on s'était intéressé plus tôt aux disparitions d'enfants. Peut-être, mais c'est toujours une question de ressources, de priorités, de volonté politique. Et les enfants sans famille, les enfants d'immigrés, les enfants des quartiers pauvres, ils ne sont pas une priorité. Ils ne l'ont jamais été. On ne se souvient d'eux que lorsqu'ils deviennent un problème, lorsqu'ils sont assassinés, lorsqu'ils sont volés, lorsqu'ils font l'objet de rapports de police. Avant cela, ils sont invisibles. Van était invisible. 14 années de vie, et personne ne s'est aperçu de sa disparition. Sa mère était toxicomane, pas de père. Il a quitté l'école à 11 ans. Il vivait dans la rue. Il mendiait, il volait. Jusqu'à ce que Nguyen le trouve, qu'il lui offre une vie meilleure. Van a accepté, parce qu'il n'avait pas le choix. Et en 2 ans, Nguyen a fait de lui un soldat. Pas complètement. Van n'avait pas de temps à perdre. Mais il était prêt. Encore un peu, et il aurait reçu sa première mission. Il serait devenu assassin à 14 ans. Nous l'avons empêché. Mais avons-nous sauvé Van? Je ne sais pas. Il s'est échappé du centre. Il est retourné dans la rue. Peut-être a-t-il trouvé un autre professeur. Peut-être est-il mort dans un fossé. Peut-être est-il parti. A-t-il recommencé à zéro? J'aimerais croire à cette dernière option. Mais l'expérience me dit que c'est peu probable. Le plus terrible dans cette affaire, ce n'était pas la violence, ni les meurtres, mais la facilité avec laquelle Nguyen a brisé les enfants. Combien de temps cela a-t-il pris? 1 an? 2? Pas si longtemps. Il les a simplement coupés de la société. Il leur a imposé une nouvelle réalité, de nouvelles règles. De nouvelles valeurs.
Et il a répété l'opération chaque jour, jusqu'à ce que les anciennes valeurs disparaissent, jusqu'à ce qu'ils deviennent une page blanche. Et ensuite, il a inscrit ce qu'il voulait sur cette page. Nguyen a inscrit la guerre, la loyauté, le clan, la force, la survie, et les enfants l'ont absorbé, parce qu'ils ne connaissaient rien d'autre, parce que le maître avait raison, toujours raison. Douter, c'est trahir, et les traîtres sont punis. Vous vous souvenez de Hai qui a essayé de s'échapper? Les enfants l'ont vu se faire battre. Ils ont vu ce qui arrive à ceux qui partent, et ils n'ont plus jamais essayé. Je me souviens du dernier jour du procès de Nguyen, quand le verdict a été prononcé. Des journalistes étaient présents, des proches des victimes, des policiers. Nguyen se tenait dans la cage. Il écoutait, le regard fixe. Le juge lui a demandé s'il avait une dernière déclaration. Nguyen a regardé la salle, puis le juge, et a prononcé une seule phrase, en vietnamien. L'interprète a traduit. Je leur ai appris à survivre. C'est tout. Nguyen n'a pas dit un mot de plus. Il s'est assis, la tête baissée. Tandis qu'on l'emmenait, il s'est retourné. Il a regardé ses élèves, assis de l'autre côté de la salle. Il a hoché la tête, presque imperceptiblement. Ils lui ont rendu son signe de tête. Même là, dans la salle d'audience, même après tout, le lien demeurait. Le clan Yoda n'était pas mort avec l'arrestation. Il continuait de vivre dans leur mémoire. Plus de 20 ans ont passé. La plupart des personnes impliquées ont été libérées ou sont décédées. Tai est toujours en prison. Il sera libéré en 2023 s'il obtient une libération conditionnelle. Il aura 38 ans, la moitié de sa vie derrière les barreaux. Hai s'est suicidé en 2017. Il s'est pendu dans sa cellule. Il avait 32 ans. Lin est vivant et en bonne santé. Il m'écrit une fois par an, à Noël. Il m'envoie des photos de sa famille. Il a déjà 3 enfants. Je suis heureux pour lui. Il a prouvé qu'on peut se libérer, qu'on peut recommencer à zéro, même après l'enfer. Je ne connais pas les autres. Kuet a été libéré en 2018. Disparu. Il n'a pas déclaré son domicile. Il a peut-être quitté la France. Il a peut-être changé de nom. Van est toujours recherché, officiellement porté disparu. Les autres jeunes étudiants que nous avons trouvés dans l'entrepôt se sont dispersés dans tout le pays après leur réhabilitation. Certains ont réussi à se réinsérer. Ils ont fait des études. Ils ont travaillé. Ils ont mené une vie normale. Certains sont retombés dans la criminalité. Ce sont les statistiques. On ne peut pas tous les sauver. Parfois, je pense aux triades, à ceux qui soutenaient Nguyen. On n'a pas pu les atteindre. Trop haut placés, trop protégés. Nguyen n'était qu'un petit poisson, un homme de main. On l'a éliminé, un autre est apparu. Le système continue de fonctionner. Le port de Marseille reste une porte d'entrée pour les marchandises illégales. Drogue, armes, humains. La police se bat. Arrestation, emprisonnement. Mais à leur place, d'autres prennent leur place. L'hydre. On coupe une tête, 2 autres repoussent. J'en ai marre. C'est pour ça que je suis parti. Mais l'affaire du clan Yoda me entra jusqu'à la fin, parce que c'était personnel. J'ai vu ces enfants. J'ai plongé mon regard dans le leur. J'ai essayé de les aider. J'en ai aidé certains, d'autres non. Et ça me ronge. Ça me rongera toujours. Parce que je sais que quelque part, en ce moment même, un autre Nguyen recrute de nouveaux élèves, forme un nouveau clan, entraîne de nouveaux enfants soldats. Et nous ne le découvrirons que lorsque les corps seront retrouvés, quand il sera trop tard. Le système ne fonctionne pas, il n'a jamais fonctionné, et il est peu probable qu'il change. Je vis tranquillement maintenant, dans la banlieue de Marseille, une petite maison, un jardin. Je lis, je me promène. Parfois, je retrouve d'anciens collègues. On boit des bières, on évoque les affaires. On rit, on se dispute. La vie ordinaire d'un flic à la retraite. Mais la nuit, quand je m'endors, il m'arrive de revoir cet entrepôt, ces pièces, ces enfants, debout, sans peur, qui nous regardent, et Nguyen, assis sur une chaise, souriant, comme s'il avait tout prévu, comme si tout s'était déroulé comme prévu. Je me réveille en sursaut, en sueur. Ma femme me demande ce qui s'est passé. Je ne dis rien. Un cauchemar. Elle hoche la tête, elle a l'habitude. 20 ans de mariage avec un flic. Elle sait que certaines choses ne disparaissent jamais, jamais. C'est peut-être pour cela que j'ai décidé de raconter cette histoire, de tout écrire.
tel quel, sans embellissement, sans héroïsme, juste les faits, juste ma version, ce que j'ai vu, ce que je sais. Peut-être que quelqu'un la lira, y réfléchira, sera attentif à l'enfant qui disparaît, à l'adolescent qui change, au vieil homme qui s'intéresse de trop près aux enfants des autres. Peut-être que cela sauvera au moins une vie, évitera au moins une tragédie. Peut-être, ou peut-être pas. Peut-être que tout cela est vain. Les gens ne changent pas, le système ne change pas. Les criminels continuent de sévir, les victimes continuent de tomber. Et nous, les flics, on continue de ramasser les morceaux, à compter les corps, à rédiger des rapports, en espérant qu'on y arrivera plus vite la prochaine fois. Mais c'est rarement le cas. L'histoire du clan Yoda est une histoire d'échec. L'échec d'un système de protection de l'enfance. L'échec d'une société qui a ignoré la disparition d'une douzaine d'adolescents. L'échec de la police, qui n'a pris conscience du problème qu'après une série de meurtres. Nous avons arrêté Nguyen, nous l'avons emprisonné, nous avons démantelé le clan. Mais les enfants étaient déjà brisés, les victimes étaient mortes, le mal était fait. Nous n'avons fait que masquer les conséquences. Nous n'avons pas prévenu les causes. Et les raisons demeurent. Pauvreté, migration, famille brisée, toxicomanie, manque de perspective. Tout cela crée un terreau fertile pour des individus comme Nguyen. Il n'a rien inventé. Il a simplement exploité les ressources disponibles. Il a pris des enfants dont personne ne voulait. Il leur a donné ce que la société ne leur offrait pas. Et il en a fait des armes. Si nous ne nous attaquons pas aux racines du problème, il y aura d'autres Nguyen, de nouveaux clans, de nouveaux enfants soldats, dans les rues de Marseille, de Paris, de Lyon, de Toulouse, partout. Je ne sais pas comment arranger ça. Je suis un simple inspecteur à la retraite, pas un politicien, pas un réformateur social. Je ne sais qu'une chose, arrêter les criminels. Et j'ai arrêté Nguyen. J'ai fait mon travail. Le reste ne dépend pas de moi. Mais je peux parler, je peux avertir, je peux témoigner, pour que les gens sachent, pour qu'ils se souviennent, que derrière les belles façades de Marseille, derrière les cartes postales touristiques, derrière le soleil méditerranéen, se cache une face sombre. Où des enfants deviennent des soldats, où des vieillards se transforment en monstres, où la mort est le quotidien d'un adolescent de 14 ans, le clan Yoda a réellement existé. Les tueurs d'enfants ont réellement existé. Les cadavres ont réellement existé. Ceci n'est pas un film, ceci n'est pas un livre, c'est arrivé ici, à Marseille, en France, au XXIe siècle. Et cela pourrait se reproduire, à tout moment, dans n'importe quelle ville, si nous ne sommes pas vigilants, si nous oublions les enfants que personne ne voit, si nous laissons le système continuer à faillir. J'ai fait ce que j'ai pu, j'en ai arrêté un, j'ai sauvé quelques vies, ce n'est pas grand-chose. Une goutte d'eau dans l'océan. Mais pour Lynn, c'était tout, sa vie, son avenir, ses enfants. Et j'en suis fier. Pas des médailles, pas des remerciements, mais du fait qu'un garçon ait réussi à s'échapper. 1 sur 10, pas assez, mais mieux que rien. Maintenant, quand je croise des adolescents dans la rue, je les observe plus attentivement. Je cherche des signes, un regard vide, un repli sur soi, de la peur, ou son absence, des tatouages, des bleus, le moindre signe que quelque chose ne va pas. Et parfois, je les repère. Et je les signale, aux services sociaux, à la police, anonymement. Je ne sais pas si ça change quelque chose, mais j'essaie, parce que je ne peux pas simplement passer mon chemin, pas après tout ce que j'ai vu, pas après ce qui s'est passé avec la famille Yoda. Je ne peux pas. Il y a environ 2 ans, j'ai rencontré une journaliste. Elle écrivait un article sur les enfants soldats en Europe. Elle a entendu parler de l'affaire Nguyen. Elle m'a contacté et m'a demandé une interview. J'ai longtemps refusé. Je n'aime pas la presse. Combien de fois a-t-elle déformé les faits, inventé des sensationnalismes, transformé les tragédies en divertissement? Mais elle a insisté. Elle voulait dire la vérité, montrer le vrai problème. J'ai accepté. Nous nous sommes rencontrés dans un café. Elle a enregistré l'entretien. J'ai parlé pendant 3 heures d'affilée. J'ai raconté tout ce dont je me souvenais, tout ce que j'avais ressenti. Elle m'a écouté. Elle a posé des questions pertinentes, sans sensationnalisme. Elle cherchait sincèrement à comprendre. Finalement, elle m'a demandé ce que je pensais du système. Aurait-on pu éviter cela? J'ai répondu honnêtement. J'ai dit que le système est défaillant, qu'il y a trop d'enfants et trop peu de ressources, et que tant qu'on traitera les symptômes au lieu des causes, rien ne changera.
Elle a pris des notes et a hoché la tête. 1 mois plus tard, l'article est paru. Long, détaillé, sans sensationnalisme, basé sur des faits, avec des chiffres, avec mes mots. Je l'ai lu et je me suis dit, peut-être qu'au moins quelqu'un y prêterait attention. Mais rien n'a changé. L'article a été lu. On en a discuté en ligne pendant quelques jours. Puis on l'a oublié. Une nouvelle sensation a émergé. Un nouveau scandale. La vie a repris son cours. Et les enfants continuent de disparaître. Les criminels continuent de traquer. La police continue de travailler avec les moyens du bord. Et le cycle se poursuit. Je pense parfois à Nguyen. J'essaie de comprendre ses motivations. L'argent? En partie. Ses activités lui ont rapporté beaucoup d'argent. Mais plus que cela. Le pouvoir? Oui. Le contrôle qu'il exerçait sur les enfants lui conférait un pouvoir absolu sur leur vie. Mais je crois qu'il y avait autre chose aussi. Une sorte de logique perverse. Nguyen a vécu la guerre du Vietnam. Il a vu des enfants soldats devenir soldats. Il avait lui-même été un jeune combattant. Il a grandi dans un environnement violent. Peut-être était-ce normal pour lui. Peut-être croyait-il sincèrement leur apprendre à survivre. Que le monde est cruel et que seuls les forts survivent. Qu'il leur donnait une chance de devenir forts. Une logique perverse, mais une logique. Il ne se voyait pas comme un monstre. Il se voyait comme un professeur, un mentor, un sauveur. Et les enfants le croyaient, parce qu'il leur offrait quelque chose que personne d'autre ne pouvait leur donner. Un but, une structure, un sentiment d'appartenance. C'est ça le plus terrifiant. Ce n'est pas que Nguyen était mauvais en soi, c'est qu'il était convaincu. Il croyait en ce qu'il faisait, et il a transmis cette conviction à ses enfants. Ils n'ont pas seulement obéi aux ordres, ils croyaient en la mission du clan, en la force, en la fraternité, au maître. Et quand nous avons détruit tout cela, nous ne nous sommes pas contentés de les arrêter. Nous avons détruit leur monde, leur identité, le sens de leur vie. Certains ont réussi à en trouver un nouveau. Lin, par exemple. Il a fondé une famille, bâti une carrière, une vie. D'autres n'ont pas pu. Ils se sont retrouvés plongés dans le vide. Ai ne supportait pas ce vide. Il s'est suicidé. Van s'est enfui, cherchant désespérément quelque chose de familier, quelque chose pour combler ce vide. Je ne sais pas s'il l'a trouvé. Les psychologues affirmaient que la réhabilitation de ces enfants prendrait des années, des décennies, peut-être toute une vie. Il ne s'agissait pas seulement de les sortir de la secte, il s'agissait de leur offrir de nouvelles bases, de nouvelles valeurs, une nouvelle identité. Et c'était difficile, car l'ancienne identité était forte, claire, comprise. Tu es un guerrier du clan Yoda, tu es fort, on a besoin de toi, tu fais partie de quelque chose d'important. Et la nouvelle identité? Tu es un ancien criminel, tu es une victime, tu es pris dans le système, tu es sous surveillance. Moins attirant, moins puissant. Il faudrait un travail colossal pour construire quelque chose de nouveau, quelque chose de mieux. Et tous les enfants n'ont pas trouvé leur place. Tous les centres n'étaient pas équipés, tous les psychologues ne comprenaient pas le problème. Le système avait encore échoué. Laurent m'a récemment raconté avoir vu un cas similaire, il y a 2 ans, à Lyon. Un groupe d'adolescents tchétchènes, recrutés pour le djihad, entraînés pour des attentats terroristes, même schéma, isolement, endoctrinement, secte. Sauf qu'ici, au lieu du clan Yoda, il s'agit d'un califat islamique, au lieu du crime, du terrorisme. Mais le mécanisme est le même. Prendre des enfants perdus, leur donner un but, les transformer en armes. Laurent dit qu'ils ont démantelé le groupe juste à temps, avant les attentats. Ils ont arrêté le recruteur. Ils ont pris les adolescents en charge. Mais il n'est pas sûr qu'ils aient sauvé tout le monde. Il n'est pas sûr que l'idéologie se soit dissipée. Parce que les idéologies sont tenaces, surtout chez les jeunes. Je l'écoutais et acquiesçais. Une histoire familière, des noms différents, une idéologie différente. Mais le fond reste le même. La France, comme le reste du monde, regorge d'enfants perdus. Et il y aura toujours ceux qui voudront les exploiter. Pour le crime, pour le terrorisme, pour la politique, pour n'importe quoi. Les enfants sont une ressource idéale, docile, loyaux, intrépide, à condition d'être bien éduqués. Nguyen l'avait compris. Les recruteurs d'aujourd'hui le comprennent aussi. Et tant que la société ne le comprendra pas, le problème ne fera que s'aggraver. Parfois, je me dis que j'aurais dû faire plus.
après le procès, après les condamnations. J'aurais peut-être dû prendre la parole, écrire des livres, intervenir lors de conférences, exiger du changement. Mais je suis épuisé. 35 ans de service, des milliers d'affaires, des centaines d'arrestations, des dizaines de procès. J'ai consacré ma vie à la police. Et à la retraite, je ne désirais rien d'autre que la paix, le calme, mon jardin, mes livres, ma femme. Égoïste? Peut-être. Mais honnête. J'ai fait mon travail. J'ai arrêté les criminels. J'ai sauvé ceux que j'ai pu. Le reste n'est pas de ma faute. Parfois, la nuit, quand le sommeil me fuit, je pense à Vania. Où est-il maintenant? Il doit avoir 26 ans, un jeune homme. Que lui est-il arrivé? Est-il vivant? Libre? Ou est-il tombé dans un nouveau piège? Je ne le saurai jamais, et cela me ronge. Parce que je l'ai vu, je lui ai parlé, j'ai essayé de l'aider, et je n'ai rien pu faire. Il s'est évaporé, disparu, comme de la fumée. Et je ne sais pas si c'était un échec ou un choix. Peut-être voulait-il disparaître, recommencer à zéro, loin de tout, changer de nom, oublier le passé. Peut-être y est-il parvenu. J'aimerais y croire. Mais l'expérience m'apprend que le passé ne s'efface pas si facilement, surtout un passé comme celui-ci. Voici mon histoire. L'histoire d'un inspecteur de police qui a arrêté le créateur d'un réseau de tueurs d'enfants. L'histoire de la facilité avec laquelle on peut briser un enfant et de la difficulté à le sauver. Une histoire d'échec et d'une petite victoire. L'histoire d'un système défaillant et de personnes qui tentent de changer les choses malgré tout. L'histoire du clan Yoda. Une histoire vraie, mon histoire.